Bienvenue à tous et merci beaucoup d'être là. Si vous découvrez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi regarder mes vidéos gratuitement sur Substack et Patreon où je publie des analyses supplémentaires et du contenu exclusif. Aujourd'hui, on va parler d'une transformation économique majeure, mais dont on parle très peu, qui est en train de se produire en Europe. Les usines automobiles, qui fabriquaient autrefois des voitures civiles, produisent de plus en plus d'équipements militaires et de drones destinés à l'Ukraine. Dans le même temps, les gouvernements de l'OTAN sont en train de remodeler en profondeur leurs économies en faisant des dépenses militaires le cœur de leur politique industrielle. Autrement dit, ils transforment leurs économies en économies de guerre. L'Europe se prépare-t-elle à une guerre totale qu'elle ne pourrait pas gagner parce qu'il y a de fortes chances qu'elle devienne nucléaire? Eh bien, tout semble l'indiquer, et j'en parlerai plus en détail dans mes prochaines interviews avec des experts. Mais l'histoire ne se résume pas à des budgets militaires plus importants, soyons clairs. C'est en réalité l'une des plus profondes réorganisations de l'industrie européenne depuis la fin de la guerre froide, et sans doute la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui avait commencé comme une réponse d'urgence à la guerre en Ukraine devient peu à peu une véritable stratégie économique de long terme, avec des conséquences majeures sur l'industrie, les finances publiques, le développement technologique et le commerce mondial. Pendant de nombreuses décennies, le succès industriel de l'Europe reposait sur trois piliers: une énergie abordable, une industrie tournée vers l'exportation et des dépenses militaires relativement modestes. L'Allemagne s'est forgée une réputation mondiale dans l'automobile et l'ingénierie de pointe. La France excellait dans l'aéronautique et le luxe. L'Italie, elle, s'est spécialisée dans une production industrielle à forte valeur ajoutée. Et une grande partie de l'Europe centrale et orientale s'est profondément intégrée aux chaînes d'approvisionnement automobile parmi les plus efficaces au monde. Ce modèle a permis de faire de l'Europe l'un des plus grands centres industriels de la planète. Mais aujourd'hui, ce modèle n'existe plus. Les gouvernements européens augmentent massivement leurs dépenses militaires pour reconstituer des stocks épuisés et soutenir le régime de Zelensky, tout en refusant de résoudre le conflit par la voie diplomatique. Au départ, ces budgets militaires plus élevés étaient considérés comme des mesures temporaires destinées à faire face à une crise de sécurité immédiate. 4 ans plus tard, les décideurs voient de plus en plus ces investissements militaires comme un pilier permanent de la stratégie économique plutôt que comme une simple réponse d'urgence. Il n'est donc pas surprenant que les dirigeants de l'Union européenne aient déclaré que l'année 2030 serait celle de la confrontation entre l'OTAN et la Russie. Ils se préparent activement pour 2030. Le sommet de l'OTAN prévu en juillet 2026 en Turquie illustre bien le virage économique vers une économie de guerre. Bien sûr, la préparation militaire reste un sujet central, mais les dirigeants se concentrent aussi sur l'augmentation des capacités de production industrielle, le renforcement des chaînes d'approvisionnement militaire, la coordination des achats entre alliés et la promotion d'investissements à long terme dans l'industrie de l'armement. L'objectif ne se limite pas à acheter plus d'armes. Les membres de l'OTAN cherchent à construire une capacité industrielle capable de soutenir une production à grande échelle pendant de nombreuses années, tout en réduisant leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs. J'espère que la population européenne en a bien conscience, parce que avoir du matériel, c'est bien, mais l'Union européenne a aussi besoin de main-d'œuvre pour faire fonctionner l'équipement militaire qu'elle est en train de construire. L'un des exemples les plus clairs de cette nouvelle stratégie, on le voit dans l'industrie automobile européenne. Ce secteur a traversé plusieurs années difficiles.
La demande de véhicules électriques a ralenti sur de nombreux marchés et les constructeurs chinois sont devenus de plus en plus compétitifs. Les coûts de production ont aussi augmenté à cause de la hausse des prix de l'énergie et plusieurs fabricants ont annoncé des licenciements, des réductions de production ou même la fermeture d'usines. J'en ai déjà parlé ici, sur ma chaîne. Ces évolutions ont laissé une partie des capacités industrielles de l'Europe sous-utilisées. Et plutôt que d'investir dans de nouvelles technologies d'ingénierie automobile ou dans les véhicules électriques, les gouvernements européens, ainsi que le complexe militaro-industriel, ont commencé à étudier comment les capacités et les installations de production existantes pourraient être réorientées à des fins militaires. Les usines automobiles disposent déjà de nombreuses compétences nécessaires à la fabrication militaire moderne. L'ingénierie de précision, les chaînes d'assemblage automatisées, la robotique, les systèmes de contrôle qualité, l'intégration d'électronique avancée et une main-d'œuvre technique hautement qualifiée. Ces mêmes capacités peuvent être adaptées pour produire des véhicules militaires, des composants de drones, des batteries, des capteurs, du matériel de communication et d'autres technologies militaires avancées. Cette transformation est particulièrement visible dans la fabrication de drones. La guerre en Ukraine a montré que des drones peu coûteux ont changé le cours de la guerre moderne. Aujourd'hui, les drones sont utilisés pour la reconnaissance, la surveillance, le ciblage d'artillerie, la logistique, la collecte de renseignements, la guerre électronique et même les frappes de précision. On estime que l'Ukraine consomme des milliers de drones chaque mois, ce qui crée une demande sans précédent. Une demande qui nécessite une production à l'échelle industrielle, bien au-delà de ce que peuvent fournir de petits ateliers ou des installations militaires spécialisées. Je suis en train d'écrire tout un article sur le partenariat entre Palantir et le régime de Zelensky. Il sera publié sur mon Substack et sur mon Patreon dans les prochains jours. Si ça vous intéresse, restez à l'écoute et allez le lire dès qu'il sortira. Voilà comment la guerre en Ukraine est utilisée comme une opportunité commerciale par les élites européennes. Bien sûr, il y a encore beaucoup à dire sur le sujet, mais on gardera ça pour une autre vidéo. Pour répondre à la demande exceptionnelle, les entreprises militaires européennes s'associent de plus en plus avec des équipementiers automobiles, des fabricants d'électronique, des sociétés d'ingénierie et des producteurs de batteries. Des entreprises qui, autrefois, se consacraient uniquement à la production civile, participent désormais à la base militaro-industrielle européenne en plein essor. Elles fournissent des composants, des logiciels, des capteurs, des batteries, des systèmes de communication, du matériel de navigation, ainsi que leur savoir-faire en matière d'assemblage. Plusieurs gouvernements européens offrent aussi des incitations financières, des subventions et un soutien à l'investissement pour encourager les entreprises à réorienter une partie de leur capacité de production vers l'industrie militaire. C'est un changement profond de philosophie économique. Traditionnellement, la politique industrielle se concentrait sur des secteurs comme les énergies renouvelables, les transports, les semi-conducteurs, les infrastructures numériques, la production avancée et les technologies vertes. Aujourd'hui, l'industrie militaire est de plus en plus considérée comme un secteur stratégique à part entière qui mérite d'importants investissements publics et un soutien durable de l'État. Les dépenses militaires ne sont plus vues uniquement comme un coût lié à la sécurité. Elles deviennent peu à peu un instrument de politique économique à l'échelle de l'Europe. Cela dit, cette stratégie est de courte vue et sans doute peu judicieuse pour plusieurs raisons. D'abord, un affrontement plus large comporte un risque élevé de déraper, de devenir incontrôlable et même de dégénérer en échange nucléaire. Ensuite, la production militaire ne crée pas les mêmes gains de productivité à long terme que les investissements dans l'éducation, la santé,
les infrastructures de transport, la recherche scientifique civile ou l'innovation commerciale. Un euro consacré à l'augmentation de la production d'armes, c'est un euro qui n'est plus disponible pour d'autres priorités publiques. Les gouvernements européens font déjà face au vieillissement de la population, à la hausse des dépenses de santé, au ralentissement de la croissance économique et à un endettement public important. Augmenter les budgets militaires crée donc des arbitrages budgétaires de plus en plus difficiles. Une autre inquiétude concerne la dépendance industrielle. Si les usines deviennent de plus en plus tributaires des contrats militaires passés avec l'État, leur rentabilité à long terme risque de dépendre davantage d'un niveau élevé de dépenses militaires que de la compétitivité des marchés civils. Les économistes décrivent parfois ce phénomène comme l'émergence d'un écosystème militaro-industriel où les marchés publics deviennent un moteur permanent de l'activité industrielle. Cela soulève des questions politiques importantes. Les gouvernements continueront-ils à soutenir un niveau élevé de dépenses militaires si les tensions géopolitiques finissent par s'atténuer? Chercheront-ils à favoriser les négociations et les solutions diplomatiques aux conflits? Ou bien la production militaire va-t-elle s'ancrer durablement dans la structure économique de l'Europe? À mesure que l'Europe développe sa production d'armement sur son propre territoire, les gouvernements réorganisent les chaînes d'approvisionnement pour donner la priorité à l'achat de minéraux critiques, de semi-conducteurs, d'électronique, de batteries, de machines avancées et d'autres composants stratégiques auprès de pays alliés d'Est. Les États-Unis ont d'ailleurs adopté des politiques similaires, avec d'importants investissements dans les semi-conducteurs et des subventions industrielles, tandis que la Chine poursuit de vastes stratégies industrielles dirigées par l'État. L'Europe, elle aussi, rejoint de plus en plus cette tendance mondiale. Le résultat, c'est une économie mondiale qui se fragmente progressivement selon des lignes géopolitiques et une course qui nous rapproche d'une troisième guerre mondiale. L'industrie militaire devient donc à la fois une conséquence de cette compétition géoéconomique et une force qui l'accélère. Les implications vont bien au-delà du conflit actuel en Ukraine, bien sûr. L'Europe ne considère plus la guerre uniquement comme une question de sécurité. Elle voit désormais les dépenses militaires comme une stratégie économique. Et cela représente l'une des grandes transformations géoéconomiques du XXIe siècle. La question n'est plus de savoir si l'économie européenne est en train de changer. La vraie question, c'est de savoir à quel point cette transformation va s'ancrer dans la durée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes en Europe, j'aimerais vraiment avoir votre point de vue sur ce qui se passe et savoir si, selon vous, cela sert les intérêts européens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci pour votre soutien. Si vous avez trouvé cette analyse utile, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi aussi sur Substack et Patreon. Et comme toujours, j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous. I look forward to seeing you here tomorrow. Take care.